Venu à l'invitation du séminaire Étape pour la présentation du premier ouvrage qui est tiré de ce séminaire. Donc ce séminaire Étape, ça veut dire exploration théorique anarchiste pragmatiste pour l'émancipation. Et c'est un séminaire qui a lieu depuis quelques années, je pense au moins 3 ou 4 ans, peut-être même un peu plus maintenant, et qui est mensuel. Plutôt maintenant second semestre de l'année, et qui aborde différentes thématiques qui peuvent intéresser la question de l'émancipation d'un point de vue libertaire. Alors, je voudrais commencer aussi par excuser Christian Laval qui devait être parmi nous, mais qui malheureusement pour des raisons de santé ne peut pas être là. Et donc, comme on a déjà pris du retard, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Je vais passer la parole assez rapidement à Sophie Vanish, qui va réagir un peu sur l'ouvrage collectif issu de ce séminaire. Et pour la présenter, c'est une historienne spécialiste de la Révolution et qui travaille au CNRS. Et voilà, donc je vais vous laisser écouter sa présentation qui va durer une vingtaine de minutes. Merci. Merci beaucoup à vous de m'avoir proposé de lire ce livre, Exploration libertaire, et donc de pouvoir venir discuter avec vous, sachant que je ne sais pas si je suis libertaire. En tout cas, le débat de ce soir me permettra peut-être de le savoir mieux. Mais il y a beaucoup de choses qui résonnent entre les questions qui sont posées dans ce livre et les objets qui sont les miens. Et donc, je vais essayer de mener une traversée du livre, un peu à l'articulation des questions que je me pose habituellement et des questions qui sont posées dans ce livre. Il me semble que l'enjeu actuel est double, parce que ce séminaire a évidemment une double visée, une visée intellectuelle et une visée politique au sens peut-être pragmatique du terme, c'est-à-dire comment agir en tant que libertaire dans la société contemporaine. Et donc il y a peut-être une double valence à avoir, une discussion sur les enjeux intellectuels à proprement parler, mais surtout de repérer comment ces enjeux intellectuels en fait sont importants pour nous aujourd'hui pour pouvoir faire face à la situation triste, dit Jérôme Bachet dans l'un des articles, qui est la nôtre. L'anarchisme peut à bon droit revendiquer son idéal ancien d'égalité dans la liberté, d'égalité radicale dans la liberté extrême, tout en s'ouvrant sans retenue à des champs de savoir et d'expérimentation, à des cultures qui ne sont pas a priori son histoire. Je ne sais pas si la Révolution française n'est pas une histoire a priori libertaire. Je crois que pour une part, oui. Il va falloir que je m'en explique et peut-être que je tente d'écrire sur la question. Pour une part, bien sûr, non. Et donc, il y a effectivement dans la proposition que m'a faite Philippe de venir parler ce soir, cette volonté qui est présente donc dans ce livre, d'ouvrir la question de l'anarchie à des expérimentations qui ne seraient pas sa propre culture. Et donc, ça ouvre d'emblée la question des cultures partagées qui sont posées par le texte de Joëlle Zask quand elle pose la question d'une conception pragmatique de la politique de Dewey qui suppose effectivement cette culture partagée. Le mot culture partagée me paraît, pour ma part, un peu pauvre. Parce que culture partagée, ça fait un peu jardin partagé. C'est sympathique, les jardins partagés, hein, la question n'est pas là. Mais le jardin partagé présent ne dit pas nécessairement grand-chose des jardins partagés passés et de la manière dont ces jardins partagés passés ou d'ailleurs agissent dans la situation présente. Ce qui fait que d'emblée, sur cette affaire de culture partagée, je crois qu'il y a la possibilité de discuter avec d'autres auteurs. Et il se trouve que récemment, j'ai travaillé sur Jean-Paul Sartre et sur l'idée du pratico-inerte et de la possibilité d'une émancipation depuis le pratico-inerte. La culture partagée, elle peut rester inerte si effectivement elle n'est pas réinvestie dans une pratique ou une praxis politique. Et je pense que c'est donc là, à l'articulation de cette culture partagée et d'une praxis politique, qu'il y a un enjeu pour tout un chacun à lire ce livre. Alors j'en viens aux questions qui m'ont paru les plus importantes. J'en ai sélectionné. Je ne sais pas si c'est une sélection parce que peut-être c'est plutôt des buissons de questions. La première question, un peu dans un ordre pour moi chronologique, dynamique, c'est-à-dire
comment ça se présente. On est dans une société et la première chose qui nous apparaît, c'est un sentiment d'aliénation et d'aliénation par le pouvoir de l'argent, le pouvoir destructeur des liens sociaux et un certain nombre d'articles, que ce soit celui de John Holloway sur la rage contre le règne de l'argent, que ce soit l'article de Stéphane Haber sur la critique du capitalisme actuel, mais aussi des articles qui sont en fait dans la deuxième partie, me paraissent être fondamentalement des articles qui interrogent cette question de l'aliénation par le pouvoir de l'argent et la destruction des liens sociaux. Le deuxième buisson que j'aimerais analyser, c'est la temporalité, l'expérience du présent, l'expérience de l'événement et l'expérience de l'utopie. Donc la question des temporalités politiques et qu'est-ce que ça peut vouloir dire. La troisième, c'est la question par excellence des mouvements libertaires et de toute question politique, c'est quelle forme a la liberté, quelle puissance de l'individu à l'universel. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a vraiment à re-questionner cet universel qui apparaît dès l'introduction ou la préface, je ne sais pas comment je me souviens plus comment ça a été appelé, préface sur la question d'un universel qui pourrait rejoindre l'universel chrétien. C'est un vrai débat à avoir. Que ce soit dans cette question d'une culture partagée qui peut devenir une culture pluri-universelle, si je reprends les termes de Jérôme Bachet, mais aussi chez Joël Sachs, la volonté de remettre en scène quand même aussi les déclarations des droits, alors que d'autres auteurs, analysant la liberté positive et la liberté négative, je pense à l'article de Ruwen Ogia, sont plus critiques à l'égard des déclarations des droits de l'homme et du citoyen ou des droits humains. Et donc là aussi, il y a un point de débat extrêmement important. Le quatrième buisson, parce que je ne vais pas développer tout de suite tous les enjeux politiques, c'est celui que moi j'ai appelé des émotions, de l'art et de l'inconcevable, qu'on pourrait appeler aussi celui de la créativité, qui me paraît être le point peut-être le plus important pour être capable de faire face à une situation qui est toujours nouvelle. Et je vais tout de suite commencer par citer Saint-Just, c'est-à-dire l'héroïsme n'a pas de modèle et il faut toujours réinventer. Et c'est bien un des enjeux des politiques libertaires de toujours réinventer dans un geste pragmatique et présent ce qui se joue. Donc ça me permet de revenir à la question première, analyse de l'aliénation par le pouvoir de l'argent, pouvoir destructeur des liens sociaux. Cette question est traversée de différentes manières. Moi, je ne vais pas m'appesantir dessus parce que je ne suis pas du tout économiste, mais ça me paraît important de souligner le fait que plusieurs articles affirment que toute critique qui ne prendrait pas en compte la question du pouvoir économique serait, dans une certaine mesure, nulle et non avenue. Alors, une critique aujourd'hui qui ne prend pas en compte la critique du capitalisme, eh bien, dans les questions qui sont très contemporaines et qui sont traversées aussi à certains endroits par le livre, à savoir un espace monde qui inclut à la fois les humains et les non-humains, la question d'une écologie politique, eh bien, on voit bien qu'une écologie politique qui ne serait pas anticapitaliste, eh ben, n'a effectivement pas de puissance, de capacité à refabriquer les liens sociaux détruits par le capitalisme et les liens entre humains et non-humains, justement. L'argent comme outil est présenté comme tel par l'article de John Holloway, mais cet outil, il le présente comme nécessairement un outil perverti, c'est-à-dire la perversion du commerce qui consiste non pas à être dans ce qu'on appelait l'économie au sens classique, qui était celle finalement de la domus pour pouvoir soutenir la vie, mais au contraire la crématistique d'Aristote qui conduit à vouloir faire en sorte que tout argent produise encore de l'argent sans autre but que de produire de l'argent. Je pense que cette question, qui est une question évidemment qui a déjà été traversée plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de l'économie, est aujourd'hui une question extrêmement cruciale, parce que la question de l'aliénation du travail et la question de l'argent comme lieu, qui est toujours un lieu de champ de bataille, est effectivement quelque chose qui est masqué. Et donc le deuxième article important dans le livre est celui de Stéphane Haber, qui revient sur la question donc de ce concept d'aliénation.
Ça me paraît important parce que j'appartiens à une génération où beaucoup de chercheurs en sciences sociales ont récusé la notion d'aliénation. Et donc le travail de Stéphane Habert, qui évidemment se mène ici, mais ne se mène pas évidemment qu'ici, est un travail de récusation de la récusation de l'aliénation. C'est-à-dire que dans une certaine mesure, le sujet de la société critique, pour beaucoup des sociologues des années 80, n'était plus aliéné et était capable de se désaliéner par sa puissance critique. Et je pense que cette puissance critique, elle n'est pas si facile que ça à restituer à chacun des sujets, et que la question d'un sujet émancipé ou d'un sujet aliéné reste une question tout à fait pertinente, et que de ce point de vue-là, eh bien, il y a bien quelque chose qui est à saisir autour des questions effectivement d'aliénation. Alors, je m'en tiens là. Évidemment, ça pose la question de savoir comment on organisera le débat. Je suis pas compétente, mais il y a des gens sans doute compétentes dans la salle pour débattre de ces affaires-là, de l'aliénation un peu, je suis compétente, mais en tout cas de l'économie en tant que telle, pas vraiment. Je serais mieux à votre place. Par contre, sur la temporalité, en tant qu'historienne, je pense que là, j'ai plus de choses à apporter. Sur les différents termes qui sont employés dans ce livre sur ces questions de temporalité. Premier terme qui, moi, me trouble et qui me paraît contradictoire avec une idée pragmatique et une idée d'expérimentation constante, c'est l'idée d'un affranchissement définitif de l'humanité. C'est le définitif. Je ne sais pas ce qu'est ce définitif. Je pense qu'il est en contradiction avec l'idée qu'il n'y ait aucun programme libérateur qui ne puisse s'écrire d'avance et qui, justement, ne puisse s'écrire d'une manière définitive. Du coup, eh bien, je crois qu'il est important de restituer l'idée d'une entropie quand même de l'émancipation. C'est-à-dire que l'émancipation, c'est pas un mouvement linéaire qui conduira à une situation définitive. C'est des moments d'émancipation avec des groupes sociaux qui sont capables d'être émancipés et des moments de régression. Et il me semble que de ce point de vue-là, il y a quelque chose à analyser contre l'idée d'un progrès définitif ou d'une ligne du progrès qui serait réellement continue. Et il me semble que il y a dans l'idée même d'expérience au présent comme condition de la démocratie telle que c'est déployé dans plusieurs articles, l'impossibilité de parler de quelque chose de définitif. Parce que la démocratie par excellence, c'est le lieu de l'incertitude et de la nécessité du débat parce qu'il y a une incertitude sur la décision à prendre face à n'importe quel objet sur lequel on est amené à débattre. Du coup, je pense que l'imaginaire d'un définitif ne me paraît pas satisfaisant. A contrario, on est dans l'idée de tsunami inattendu du côté de John Holloway, par exemple, où les brèches se propagent avec puissance dans de nouvelles directions et on est là dans des colères qui confluent. Et je pense que l'inattendu, peut-être, peut aussi être récusé en doute. Bien sûr, il y a toujours de l'inattendu, c'est-à-dire qu'aucun événement digne de ce nom, c'est-à-dire qui vient rompre l'horizon d'attente qu'on avait été capable d'imaginer avant et qui vient transformer le champ d'expérience, n'est jamais programmable. Mais entre le non programmable et le totalement inattendu, je pense qu'il y a effectivement la possibilité d'avoir des signaux de ce qui advient. Et je ne crois pas que les événements soient inattendus. Je pense que c'est l'ampleur qu'ils prennent qui est inattendue, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et parfois, il y a des événements qui avortent alors qu'effectivement, ils étaient attendus. Et de ce point de vue-là, il me semble qu'il y a quelque chose à interroger sur une philosophie de l'événement. Qu'est-ce que c'est qu'un événement? Est-ce que c'est à ce point erratique ou est-ce qu'il y a la possibilité, comme historien, de donner des éléments et de repérer quels sont les moments qui permettent de produire des cristallisations qu'on appelle événements. C'est pas quelque chose de si simple que ça, mais en tout cas c'est la possibilité d'affirmer que entre le définitif et le totalement inattendu, il y a quelque chose à cerner justement par le travail de la pensée, par le travail politique, et que dans une certaine mesure, le fait de se réunir ici, comme dans une société populaire du XVIIIe siècle, n'aurait aucun sens si on pense que tout était simplement inattendu. Voilà. L'expérience au présent comme condition de la démocratie me semble répondre
à des philosophies bien sûr qui sont développées ici, mais aussi à d'autres philosophies, et c'est ce qui me paraissait intéressant d'apporter. Et il me semble que la question de l'expérience a été extrêmement travaillée du côté à la fois des techniques et des questions du corps par un philosophe que vous connaissez sans doute qui s'appelle Georges Canguilhem et qui à plusieurs reprises refuse l'idée d'une réflexivité qui pourrait fonctionner sans la pratique et qui affirme que toute la pensée créatrice n'est jamais que réflexivité sur la pratique exercée. Et qu'on est capable de produire quelque chose de plus satisfaisant en étant dans un rapport critique à ce qu'on a déjà fait. Et que si on n'a rien fait, toute pensée philosophique qui serait dans une certaine mesure sans expérience sur laquelle elle puisse se retourner, eh bien, à son tour serait nulle et non avenue. Voilà. Donc il me semble que là, il y a quelque chose d'extrêmement important, parce que je n'ai pas le sentiment, dans mon vécu à la fois de chercheur et de militante, qu'on réfléchit assez à nos expériences, qu'on les met vraiment sur la table en se disant qu'est-ce qui n'a vraiment pas fonctionné, que ça soit dans les expériences récentes, Nuit debout, que ce soit des petites expériences locales d'écologie politique dans des cafés associatifs qui ne tiennent pas longtemps. Enfin, il y a énormément de choses à réfléchir. Et je pense que cette idée d'une réflexivité absolument nécessaire n'est pas suffisamment travaillée. Enfin, cette question du travail nécessaire me semble être le travail nécessaire pour empêcher que ce que justement Sartre appelle le pratico-inerte, c'est-à-dire les choses que Philippe Corcuff appelle routinisées, c'est-à-dire sérialisées et qu'on n'interroge plus, prennent le pas sur ce qui nous paraît important de mettre en branle pour justement sortir des ornières ou sortir des routines. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui traverse cet ouvrage et qui pose constamment la question et qui va rejoindre la dernière question qui est celle de la créativité. Cette créativité suppose, et là c'est vraiment un des articles importants, même si évidemment il a déjà écrit dans des tas d'autres endroits, de Jérôme Bachet, mais je trouve que le recueil est intéressant parce que justement ça permet d'avoir des espèces de condensés, des capsules condensées de toute une série d'auteurs qui ont écrit des ouvrages importants et qui, là, nous offrent un peu la possibilité d'y accéder avec une certaine aisance quand même. Donc Jérôme Bachet revient sur l'expérience zapatiste et sur la question de l'utopie. Et cette question de l'utopie, qui est bien sûr une question qui a été extrêmement travaillée par Miguel Abinsour, dans des termes qui sont un peu différents, mais qui finalement se rejoignent puisque la question de la soif de justice, de dignité et de fraternité était aussi ce qui l'habitait. Et donc je trouve ça intéressant de repérer comme ça des filiations qui ne sont pas des filiations de maître à élève, mais qui sont des filiations par récurrence du sujet libre qui rencontrent les mêmes expériences. Alors pour Jérôme Bachet, l'imaginaire utopique justement n'avance pas dans le vide, ni ne naît de cette seule soif de justice, de dignité et de fraternité, mais suppose effectivement un refus à la fois raisonné et, moi que j'appellerais émotionnel, il a mis le mot viscéral, mais j'ai du mal avec le mot viscéral, de l'oppression capitaliste et de la dépossession marchande, on revient au premier thème, de l'attention dans ce triste présent à toutes les potentialités libératrices, et c'est ce qu'on ne fait pas assez, malgré tout, et de se fortifier au contact des expériences, et on est toujours dans la question de la pragmatique et de la possibilité de pouvoir réfléchir sur notre propre praxis politique. Et en outre, il se nourrit, dit-il, de toute analyse critique de la connaissance des sociétés traditionnelles et de l'expérience de l'histoire. Cette expérience de l'histoire, je pense qu'elle est assez peu présente en fait dans l'ouvrage. Elle est assez peu présente parce qu'en fait, il n'y a pas d'historien à part Jérôme Bachet, il me semble. Du coup, bien, il y a vraiment un enjeu à être dans cette logique d'une histoire qu'on appelle à l'histoire. C'est-à-dire comment notre présent pose des questions à notre culture partagée en tant qu'elle serait une culture qui permettrait l'émancipation. Et donc d'être capable
de la regarder d'un œil neuf, non pas parce que l'histoire du passé aurait changé, mais parce que les questions qu'on a à lui poser sont différentes. Et que de ce point de vue-là, peut-être que ça pourrait faire partie d'un des objectifs prochains du séminaire étape, que de donner plus de place à cette confrontation avec des expériences passées. Et il me semble que c'est un point, évidemment, qui intéresse l'historien Jérôme Bachet, aussi bien que le zapatiste Jérôme Bachet, et qui va se concrétiser incessamment dans certains ateliers qui vont avoir lieu cet été. Et donc, on reviendra peut-être à la rentrée avec des forces nouvelles sur ce plan-là. On peut vous interrompre ou pas? Ouais, il n'y a aucun problème. Et l'interruption pose la question de la rage du non-partage de la parole. On est dans un dispositif qui est un dispositif très peu démocratique, avec une tribune et un public. Et donc on peut absolument le transformer pour mettre à l'épreuve la question de la discussion, puisque ce troisième point, c'est la question de la puissance de l'individu par rapport au collectif et comment le commun, à supposer qu'on soit capable de le faire émerger comme institution, est-il ou non contraignant ou pas à l'égard de l'individu. Donc allons-y, monsieur, il n'y a aucune raison de s'en priver. On est quand même dans un espace supposé libertaire. Donc si vous le souhaitez, vous avez la parole. Excusez-moi, c'est juste pour dire qu'il faudrait parler près du micro parce que malheureusement, ils font beaucoup de... Le collectif ne se soutient que de ces individus et comment ces individus ne se soutiennent que de leur confiance. En l'occurrence, sur cette affaire de confiance et de capacité à pouvoir nommer les choses dans cette nécessité, il s'agit de l'article de Sandra Laugier où elle revient sur la question de la désobéissance et de la démocratie radicale, non pas dans un groupe qui est censé être un groupe amical, mais face à un règlement qui ne serait pas un règlement conséquent à l'égard de principes qu'elle appelle des principes supérieurs. Et donc de ce point de vue-là, eh bien, on est là effectivement dans la question où elle affirme qu'il faut avoir confiance dans ce qu'on a intimement comme conviction que des principes supérieurs sont bafoués pour pouvoir entrer dans cette fameuse désobéissance civile. Or, cette désobéissance civile, qu'on pourrait croire être une négation de la loi démocratique, en fait, elle démontre ou elle décrit la manière dont, en fait, elle ne se soutient elle-même que de la possibilité d'être mise en débat dans une société, justement, démocratique. C'est-à-dire que la désobéissance civile n'a de sens que quand elle débouche sur un débat public, sur la légitimité d'un règlement, d'une situation, d'une loi, etc. Il me semble que c'est extrêmement important et qu'aujourd'hui, eh bien, même la désobéissance civile est en danger parce que certaines pratiques juridiques françaises, en particulier quand il s'agit d'enjeux mémoriels un peu délicats sur la guerre d'Algérie, sur le 17 octobre 61, sur un certain nombre de choses où un certain nombre de gens ont été impliqués, eh bien, il y a le risque de pouvoir être accusé de diffamation quand on touche à des questions de personnes. Or, les personnes agissent. Et donc, la question réglementaire, elle joue dans la manière dont on soutient ou pas l'action de ces personnes dans un cadre réglementaire. Je pense à des cadres, par exemple, ministériels, etc. Eh bien, dans ces situations-là, le citoyen peut se retrouver à être accusé de diffamation. Et du coup, la désobéissance civile elle-même, eh bien, est extrêmement restreinte. De ce point de vue-là, il me semble intéressant de mettre en relation la manière dont les révolutionnaires de 1793 pensaient la résistance à l'oppression. Parce qu'il y a des points très proches de Bakounine, quand il affirme que ma liberté est plus grande si la liberté des autres est la même, et qu'elle n'existe même que quand je suis entouré d'êtres libres. Et du côté de la Révolution française, l'idée était la suivante. Lorsqu'une seule personne est opprimée, donc non libre, la société est opprimée. Et si la société est opprimée, chaque individu dans cette société est opprimé. Et du coup, la nécessité de la résistance appartient et incombe à chacun. Et donc, du côté d'une pensée de la résistance, il y a quelque chose qui vient en écho à une pensée de la liberté. Il n'y a pas de liberté possible de l'individu dans une société opprimée. Ça me paraît extrêmement important parce que ça pose la question des positions d'autonomie.
C'est-à-dire que est-ce qu'on peut fabriquer une liberté autonome dans un groupe sécessionniste, dans une société complètement opprimée? Est-ce que ça a du sens? Quel sens ça peut avoir? Et quel sens on peut lui donner dans le contexte qui est le nôtre? Il me semble que là, il y a un point de débat qui est extrêmement intéressant. Non pas qu'il ne faudrait pas avoir d'autonomie, mais savoir quelles sont les limites de cette puissance de l'autonomie. Parce que la question que je voulais poser, c'était la puissance politique des actes. Et il me semble que de ce point de vue-là, eh bien, il y a effectivement des difficultés. Plus confidentiel, ça ne pourrait pas être déclaré. Sinon, ça serait combat par les autorités de manière implacable. Pression est une question qui est très peu posée, en fait, dans ce livre. Et ça faisait partie des questions que je voulais poser à la fin, parce que on est un peu dans un monde qui fonctionnerait, je dirais, suffisamment démocratiquement pour qu'on puisse aller vers une expérience libertaire conséquente. Et il me semble qu'aujourd'hui, on est dans une situation où la contrainte posée sur les sujets, à la fois par le droit de la diffamation, par exemple, ou par la répression policière actuelle, par ce qu'on pourrait appeler une hégémonie du Rassemblement national au sein de la police, qui pose des questions tout à fait importantes, rend effectivement l'hypothèse libertaire et l'hypothèse anarchiste extrêmement précaire. Ça me permet, et peut-être que je m'en tiendrai là, même si j'avais d'autres choses éventuelles à faire entrer dans le débat, mais on le fera après, à poser la question de cette notion de précariat ou de précarité. Parce que la précarité est posée comme quelque chose de tout à fait intéressant et qui ne serait pas du côté d'une victimisation, mais du côté d'une inventivité et de la possibilité, à l'exemple des squats précaires, ou du retournement de la volonté de travailler en désir de ne pas travailler et de produire une autre manière d'être au monde, il y a une sorte d'éloge de la précarité en tant qu'elle rendrait, disent certains auteurs, à différentes reprises, à différents endroits, plus lucide et plus créatif ou quelque chose comme ça. J'avoue que à la fois je comprends l'argument pour les modes de vie alternatifs et la nécessité d'expérimenter des modes de vie alternatifs. Mais je pense que dans la configuration actuelle, il y aurait besoin quasiment de trouver une manière peut-être autre de s'exprimer, parce que le retournement qui est évoqué au départ par Patrick Singolani du vocabulaire vous nous voyez comme précaires, mais la précarité est quelque chose d'intéressant et il évoque la possibilité comme ça du retournement énonciatif, ne me semble plus fonctionner. Et que la situation de précarité produit plutôt aujourd'hui des politiques de la survie. Et ces politiques de la survie sont des politiques qui mènent l'individu justement à ne plus pouvoir finalement dégager des positions de sujets émancipés au profit d'un sujet qui doit simplement s'occuper de sa survie. Mais je discute la question. Je sais pas, peut-être que ça a été ou que ça est encore dans certaines circonstances un stimuli. Je pense que le plus souvent, les situations de grande précarité ou de précarité produisent plutôt ce qu'on appelle les politiques de la survie. Voilà. Alors, la question majeure, c'est si c'est un stimuli, quelle créativité? Et de ce côté-là, il y a un dernier point qui m'importe vraiment, qui est la place donnée à la raison et aux émotions, et du coup à la question de ce qu'on appelle la raison. Est-ce qu'il y a une raison qui existe, qui soit séparable des émotions? Pour les hommes du XVIIIe siècle, la raison est une passion calme. Donc elle n'est pas différente des émotions. Elle est une des modalités de mettre en œuvre les compétences sensibles des êtres humains, c'est l'expérience. C'est sensible, une expérience, c'est pas uniquement procédural. Sinon, on serait dans une situation constamment scientifique. Et une expérience qui serait constamment scientifique n'inclut pas le désir, n'inclut que la procédure. Et si nous étions dans des vies de procédure, alors nous pourrions être des logiciels. Mais nous ne sommes pas des logiciels. Voilà. Et donc la question de la créativité et la question d'une raison qui ne serait pas que procédurale repose à nouveau frais, je pense, la question de qu'est-ce que c'est le désir en politique, qu'est-ce que c'est les émotions en politique, et comment on peut effectivement saisir la place de l'intempestif qui toujours dérange un peu. La preuve, monsieur est intempestif, certains sont prêts à accueillir ce caractère intempestif,
et d'autres à moins l'accueillir. Mais je pense... Je suis d'accord. C'est pas un reproche. Hein. Non, c'est pas du tout un reproche. Je pense qu'il y a quelque chose à saisir dans l'injonction, justement, et c'est une des grandes discussions menées par plusieurs articles, l'injonction à la raison comme injonction, effectivement, au conformisme. Et donc, si l'injonction à la raison est une injonction au conformisme, on revient dans la question des routines, de la sérialité, du pratico-inerte, de l'impossibilité d'une émancipation. Si, par contre, l'injonction à la raison et la possibilité d'une injonction à ce que j'appelle, avec d'autres hommes du XVIIIe siècle, qu'on appelle des sensualistes, la raison sensible, alors il y a différentes manières de retenir, parce qu'on estime ça nécessaire en tant qu'on appartient à un collectif, à une communauté humaine, et qu'on a un projet à tenir ensemble, comment on retient ce qui est anthropique, ce qui détruit le groupe. Car la question de la liberté individuelle et de la liberté intempestive, aussi belle soit-elle, c'est que parfois, effectivement, elle détruit la possibilité même de pouvoir se parler, donc l'espace d'une démocratie radicale. Qu'est-ce que c'est d'être capable de retenir et de laisser vivre aussi cette intempestivité? Et qu'est-ce que c'est qu'un sujet qui serait dénué de cette intempestivité? Je crois que c'est important de dire que quand il n'y a plus aucune intempestivité, eh bien, il y a une inquiétude à avoir. Parce que les sujets qui ne sont pas du tout intempestifs sont souvent des sujets clivés. Et le sujet clivé, il est capable d'accepter n'importe quoi dans la zone où il n'a pas justement ces émotions qui sont engagées. Et c'est la procédure classique de l'attentisme en situation, disons, fasciste, nazi, dans d'autres situations dramatiques. Les sujets clivés peuvent tout à fait le supporter. La deuxième possibilité, c'est le sujet apathique, celui qui n'est jamais doué d'émotion, même pas clivé, qui n'a pas d'émotion, et c'est le sujet sadien. C'est-à-dire ce dont il jouit, c'est pas de relations de désir, c'est de relations de souffrance de l'autre. Et donc il y a quelque chose là qui est extrêmement dangereux et pervers, mais ça existe dans nos sociétés. Et dans une certaine mesure, toutes les affaires récentes pour le procès, mais assez anciennes pour l'effectivité, de suicide dans les grandes entreprises comme France Télécom, ont à voir avec ce sujet apathique qui peut appliquer des procédures managériales qui mènent effectivement au pire. Et puis il y a un sujet qu'on appelle le... La question du plaisir, du bonheur, on parle beaucoup de bien-être aujourd'hui, mais la question du plaisir et du bonheur empêche peut-être justement... Alors, c'est la question du désir... De se conforter dans leur négativité, si je puis dire. Alors, le point en tout cas me paraît important, sujet clivé, sujet apathique, sujet stoïque, qui ressent les émotions mais qui les restreint ou qui les refuse dans l'espace public pour bien jouer son rôle. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on voit très fréquemment dans les institutions de recherche. Il n'y a pas de lieu aussi absurde que les institutions de recherche où on applique des choses auxquelles on ne croit pas, mais parce qu'on est là, sujet stoïque. Et donc, je pense que c'est un point important dans la pensée libertaire contemporaine de se réapproprier toute la tradition du sujet désirant et toute la discussion sur le sujet désirant, que ce soit du côté de la psychanalyse freudienne ou de la psychanalyse lacanienne, en tant que justement le désir, comme la rage, comme la joie, mais aussi comme la capacité à recevoir l'inconcevable de la souffrance d'autrui, permet d'éviter justement cette apathie. Voilà, j'en resterai là. Il me semble que oui, on a besoin de sujets qui disent que quelque chose ne va pas, et oui, on ne sait toujours pas faire des réunions sur un livre qui ne soit pas dans ce format. Merci. Discussion à la pensée anarchiste aujourd'hui. Mais il y a peu de lieux pour le faire, dans la situation actuelle, en tout cas en France. Il y a quelques co-auteurs qui sont là. Donc, on l'a dit, Christian Laval a des problèmes de santé en état de convalescence, donc il n'a pas pu venir. Mais pour la discussion, Jérôme Alexandre, qui a fait la préface et qui a un itinéraire particulier, puisqu'il est passé
de la théologie catholique à l'anarchisme est là dans la salle. Cyprien Tassé a travaillé dans le livre sur la question des précaires, justement. Irène Pereira sur la question du pragmatisme et de l'anarchisme. Sylvain Larios est un habitué du séminaire Étape et quelqu'un qui est à la fois romancier et ouvrier dans l'automobile, et qui est passé du trotskisme à l'anarchisme. Donc voilà, ils pourront réagir avec leur sensibilité à la fois à ce qu'a dit Sophie, et puis à ce qui pourra émerger du débat. Notre livre a été publié à l'Atelier de création libertaire, donc c'est une expérience alternative. Dans le monde de l'édition, c'est très particulier, c'est une maison d'édition collective qui n'utilise pas de distributeur, ce qui est extrêmement rare. Hein. Donc qui distribue soi-même ses livres, et ça existe depuis 40 ans, donc c'est possible. Il se trouve que le livre est en vente ici ce soir, non pas au prix habituel en librairie 14 €, mais à 10 €. C'est ce que permet cette possibilité de l'atelier de création libertaire. Et dernier élément aussi sur les expériences alternatives, le lieu dit, est un lieu alternatif qui développe des événements intellectuels, culturels, politiques, qui a des difficultés financières, et que donc, après un certain nombre de ceux qui pourront rester boire et manger, c'est une contribution de solidarité avec ce lieu. Voilà, le débat peut commencer. Répression sur la loi les luttes contre la loi travail ont été aussi d'une extrême violence, et sur les enfants, enfin sur les lycéens. Et donc les parents et un certain nombre de soignants et de psychanalystes se sont alarmés d'une génération qui a été d'emblée abîmée par la violence qui s'est abattue sur eux au premier moment de manifestation et de résistance à un régime politique. Et donc il y a vraiment un enjeu fort générationnel aussi. Est-ce que je peux rebondir sur la réflexion? Non, il y a madame d'abord qui a demandé la parole. C'est qui? Merci, c'est moi. Si c'est l'anarchie, pour je me lève. Regardez, c'est bon. Ça me paraît pas anarchique. Bonsoir à tous. D'abord, je voulais vous remercier pour cette présentation. C'était très intéressant. Et alors, moi, j'ai des questions qui sont purement pratiques. La première, je vais devoir pas tarder à partir. Quels sont les moyens de paiement pour l'ouvrage? Est-ce que c'est possible pendant le débat éventuellement d'avoir un ouvrage? Et ensuite, concernant le séminaire Étape, est-ce qu'il est renouvelé l'année prochaine? À quelle fréquence? Et est-ce que c'est possible pour tout le monde d'y accéder ou pas? Voilà. Oui, sur les questions pratiques, Guy, là-bas, peut prendre les livres et vous laisser un email et vous serez contacté pour le séminaire. À Guy. Il recommence l'an prochain, oui, mais voilà. Il suffit de laisser un email. Il recommence en général de janvier à juin, tous les ans, depuis 2013. Il y a une dame qui avait demandé la parole. D'abord. La dame là. Je vous remercie beaucoup, madame, infiniment. J'ai été vraiment intéressée par vos propos. Et si vous voulez, je vais essayer de ne pas être ni trop émotive, ni trop... Donc, voilà. Donc moi, j'ai écouté les émissions de France Culture autour de Marcel Gauchy qui nous a parlé de la Révolution. Et par rapport à Robespierre, justement, ce personnage qui, au départ, était pour contre la peine de mort, vous vous rendez compte, à l'époque, et qui a appris comment il est devenu violent. Et justement, par rapport, c'est très bien expliqué par Marcel Gauchy, mais j'ai pas lu ses livres, mais je vais le faire, mais voilà, je suis malvoyante. Mais ce que je trouve intéressant à travers ces émissions, c'était comment il est devenu, vous voyez, et c'est lorsqu'il il était très intelligent, Robespierre, et il a écouté le peuple, je ne sais pas si je vais bien m'exprimer, mais il a écouté ses émotions, il a suivi tout ça, il s'est laissé imprégner tellement qu'il en est devenu violent. Et moi, en fréquentant certains gilets jaunes, je me rends compte comment on pouvait monter la violence. Parce que ce qui est intéressant d'étudier dans les révolutions, c'est au départ, il y a toujours de bonnes idées, de bons raisonnements, et pourquoi cette violence, elle intervient. Voilà.
C'est ce que j'ai dit à certains étudiants qui n'auraient rien voulu entendre. Oui, mais il y a la violence aussi, dans le peuple, il faut le dire. Et voilà, alors donc, je voulais, par rapport à Marcel Gauchet, surtout et à Robespierre, c'est très intéressant de comparer avec les mouvements à travers les siècles, et notamment aujourd'hui. Voilà ma question. Et par rapport au sujet, attendez, il me faut mes lunettes. Par rapport au sujet, c'est vrai qu'il y a les sujets historiques, j'ai bien aimé vos expressions, moi, et sujets émotifs, et il y a les... Oui, et je pense à Spinoza par rapport à ça. Puis, en étudiant Spinoza, on apprend le comportement humain. C'est très important, le comportement humain. On peut voir comment quelqu'un peut monter, peut se modifier ou peut le contraire. Et apprendre à connaître les causes qui nous déterminent. Voilà, c'est le bœuf à bas de l'être humain. Apprendre les causes qui nous déterminent dans nos réactions, nos émotions, nos comportements. Et toute révolution, quand elle échoue, c'est dû à tout ça, je crois. Après avoir étudié l'histoire. Alors, je voudrais quand même dire un mot sur Marcel Gauchet, parce que je suis pas du tout d'accord avec Marcel Gauchet. Et que il se trouve que j'ai fait un petit compte-rendu du livre dans une nouvelle revue qui s'appelle Terrestre, qui est une revue faite par des gens qui se posent la question de l'écologie politique et qui tentent de le faire d'une manière radicale, et qui m'ont demandé de faire le compte-rendu de ce livre. La position de Marcel Gauchet sur Robespierre, elle est présentée comme une position qui est plus favorable à Robespierre qu'elle ne l'avait été au moment du bicentenaire. Moi, j'ai pas ressenti ça, moi. J'ai pas senti qu'il était favorable. On est bien d'accord, mais elle est présentée comme telle. Donc pourquoi il n'est pas favorable? Parce qu'il fabrique un bon et un mauvais Robespierre. Mais c'est un peu comme si on était fait d'une seule... comment formuler ça? On est fait d'une tribu, pour reprendre l'expression à la fois de Rimbaud et puis de Deleuze. Je est une tribu. Et donc la question pour analyser Robespierre, c'est pas d'analyser la psychologie de Robespierre. Et de la même manière que quand on analyse la violence dans une situation sociale, c'est pas d'analyser les compétences à la violence d'un certain groupe social, mais de voir comment on peut être acculé à la violence et de comprendre comment fonctionne cette violence. Et en ce qui concerne Robespierre, eh bien, la question de la violence est la question de la contrainte sur la contre-révolution. Et la contrainte sur la contre-révolution, personne n'a de solution, personne ne sait faire avec. Et nous ne savons toujours pas. Et les révolutionnaires d'aujourd'hui ne savent toujours pas. Et donc, on est effectivement toujours dans un moment d'impossible, où soit on est dans une position relativement mimétique à l'égard de la contre-révolution dans sa manière de se comporter violemment, et c'est vrai pour la violence d'État. Comment répondre à la violence d'État sans violence? Moi, je ne sais pas comment faire. Et comment, quand on répond sans violence, du coup, ne pas être simplement écrasé. Et en ce qui concerne la position robespierriste, c'est une position, et là-dessus, je m'en suis expliqué en 2003, donc c'est assez ancien, dans un petit livre qui s'appelle La liberté ou la mort, essai sur la terreur et le terrorisme. La question, c'est de repérer que lorsque la justice n'est pas rendue dans un monde social qui l'attend, et dans un moment révolutionnaire, la justice est attendue, eh bien, elle va être rendue d'une manière populaire, sans qu'il y ait la possibilité de contrôler justement la cruauté et la violence extrême. C'est ce qui se passe au moment des massacres de septembre. Robespierre ne dit pas que les massacres de septembre sont quelque chose de bien, mais il ne dit pas non plus qu'ils sont illégitimes. Et il n'est pas le seul à dire ça. L'ensemble des spectateurs des massacres de septembre disent quelle tristesse qu'on ait obligé le peuple à se faire justice lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la justice n'advient pas, eh bien, on la fait venir d'une autre manière et que parfois, elle prend des formes qui ne sont pas les formes les plus satisfaisantes. C'est présent dans le livre. C'est présent dans la question de la violence mimétique. Quand on dit à mort les banquiers, à mort les riches, à mort, c'est pas si différent, dit un des articles, de à mort les juifs. Et peut-être qu'il faut se méfier de la violence mimétique. Mais qu'est-ce que c'est qu'une violence face à la violence qui ne serait pas mimétique? C'est la grande question des révolutionnaires, de toute révolution. Et
pour éviter qu'une révolution bascule dans le contraire d'une révolution, c'est-à-dire la guerre civile, eh bien, il y a à inventer des institutions qui contrôlent cette violence. Ce contrôle de la violence, moi, ma position, qui n'est pas du tout celle de Marcel Gauchet, c'est qu'elle a eu lieu dans la période révolutionnaire et que toute la tentative de la terreur, c'est justement de contrôler cette violence. Et avec la brûlure de la violence, avec le fait qu'à un moment donné, quelqu'un comme Saint-Just puisse dire la révolution est glacée, ou puisse dire la terreur a blasé le crime comme les liqueurs fortes blasent le palais. Et effectivement, il va falloir réinventer cette fameuse sensibilité pour que les gens puissent à nouveau être dans l'ardeur de l'édification d'une commune humanité et d'une commune société, et produire justement ces espaces communaux qui sont appelés des vœux de Saint-Just. Donc il y a quelque chose là qui est effectivement aigu, mais qui n'est pas ce terrible Robespierre, c'était dans ses gènes qu'il était violent, ou il n'a pas été capable de ne pas être stoïque ou de ne pas être je sais pas trop quoi. Je pense que peu importe dans une certaine mesure Robespierre, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment les révolutionnaires tentent d'inventer des institutions qui cherchent à contrôler la cruauté. Ils y parviennent, ils s'y parviennent pas, mais ils passent leur temps à en parler. Ils passent leur temps à dire c'est pas possible de laisser notre révolution s'effondrer par la manière dont on est acculé à la violence. Et un philosophe comme Claude Lefort, qui à la fois était proche d'Avinsour et de Gauchet, mais voilà, à la fin de la vie de Miguel Avinsour, il était convaincu que Claude Lefort avait basculé complètement du côté de Gauchet. J'essayais de le convaincre que non. Pourquoi non? Parce que Claude Lefort dit la terreur est trop bavarde pour être vraiment dangereuse, parce qu'elle passe son temps à se questionner. Et peut-être que la différence entre une violence cruelle au sens strict et une violence révolutionnaire un peu mimétique, c'est qu'il y a quelque chose d'une mauvaise conscience de la violence mimétique qui est interrogée ici. Il y a une mauvaise conscience et il y a la volonté de la contraindre, de la restreindre. Alors que la violence cruelle, sadique, ou nazie, ou fasciste, ou de Pinochet, ou de ce qui s'est passé en Argentine, n'a aucune mauvaise conscience. N'a aucune manière de se dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on ne devrait pas trouver d'autres moyens? Voilà. Et il me semble que c'est un point très important, ce qui veut dire qu'on a à continuer à s'interroger sur la manière dont émergent les situations de violence et comment on peut la contrôler sans nécessairement vilipender les gens qui sont acculés à l'exercer. Merci bien. Bon, juste 2 points, alors assez rapidement. Je voulais rebondir un peu sur le problème de la technique, la technologie. Alors, c'est pas pour citer des grands esprits comme Lao Tse, comme Nietzsche, comme même Brassens, hein, mais voilà, qui disait dans une chanson, gloire à celui qui se tait quand la canaille crie haro sur le bonnet. Mais en fait, et Lao Tse qui disait aussi, quand tout le monde tient le meilleur, il y a un problème qui m'apporte au deuxième point. Donc la technique là par exemple de l'image, voilà, les Indiens pensaient par exemple, pensaient que l'image c'était voler leur âme. En fait, il n'y a qu'un seul photographe, les Indiens d'Amérique du Nord, qui a réussi à les prendre parce qu'il avait une relation particulière. Il s'appelait Curtis. Il a fait pendant 40 ans de sa vie, il a photographié des Indiens. Les Indiens se sont jamais laissés photographier par d'autres personnes. Vous voyez, donc il y a un problème aussi là de la relation privilégiée. De la technique, que ce soit le scooter, l'image, voilà, on est habitué, on est conditionné à accepter certaines techniques. Voilà. Et le deuxième point, qui un peu est je dirais la continuation du premier, c'est quid du vote. Moi j'étais étonné parce que sur change par exemple.org, alors j'ai mis une pétition. Et puis même mes amis, c'est vrai que j'ai eu autre chose à faire, alors j'ai pas beaucoup, mais j'ai pas obtenu les 5 signatures pour qu'elles soient publiques. Alors j'avais simplement demandé que l'élection présidentielle soit à 3 tours, qu'on fasse un premier tour, qu'on évite d'être tout le temps en otage. Alors, quid du vote dans l'anarchisme, c'est-à-dire une espèce peut-être de vote qui pourrait être un premier tour électronique, peut-être d'ailleurs en 3 temps, disons en 3 semaines, on fait voter 6 régions d'abord, 6 autres, etc., puis après on change. Mais
quelque chose, voilà, parce qu'il y a une autre pétition qui réunit là, je sais pas, 600 000 signatures, qui est une pétition d'accord avec des bonnes idées, mais c'est halte au dispositif anti-SDF. Je suis d'accord que la société va trop loin, mais est-ce que c'est pas anachronique de demander à une société de changer complètement, alors que le droit de propriété, vous voyez, c'est-à-dire la raison là, ok, il y a une raison sensible des dispositifs anti-SDF, mais l'évolution de la société, moi, Paris, quand je m'y promenais, c'était des passages, etc. Tout a été privatisé aujourd'hui. Les seuls passages qui restent, c'est Galerie Vivienne, machin, des trucs commerciaux, ou alors le passage Brady. Mais on pouvait se promener, voilà. Maintenant, on peut plus. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se promène dans Paris, on prend tous les phares dans la gueule, les scooters, les machins, sans compter la pollution. Oui, il y a un problème de... Donc, premièrement, la dépendance à certaines technologies, hein, dans le sens où Heidegger disait aussi la technique, c'est l'arraisonnement de l'être, l'arraisonnement comme on arraisonne un navire. On ne peut plus bouger. Et puis, deuxième point, quid du vote dans un milieu anarchiste? J'aimerais bien avoir les avis de pas mal de gens. Est-ce qu'on ne pourrait pas proposer des réformes qui vont quand même vers plus de liberté? Parce que là, le vote devient vraiment une prise d'otage. Et ça me gêne. Moi, je trouve que ça fait quand même pas mal d'années que ça dure. Il faudrait peut-être que ça change un petit peu et qu'on réfléchisse sur cette question. Merci. Du coup, ça va pas être une réponse, mais on va enchaîner sur autre chose. Vas-y, sur le précariat. Ouais. Ok. Bon, peut-être qu'on reviendra après sur la question du vote, mais moi, je vais plutôt rebondir sur les questions de précarité et de précariat. Merci beaucoup à Sophie Vaniche de cette introduction qui a bien couvert beaucoup de choses dans le livre. Et qui a abordé les questions de précariat, d'une façon qui les rend vivantes et qui les confronte à, on va dire, à ce qui fait notre actualité là en 2019. Je veux dire que si on m'avait interrogé 4 ou 5 ans sur ce sujet, peut-être avant que je fasse ce texte-là en 2015, j'aurais probablement essayé de défendre bec et ongle la proposition de ce qu'il peut y avoir d'émancipateur dans certains rapports à la précarité, ou en tout cas d'une recherche d'émancipation qui s'y joue et qui parfois il rencontre de considérables difficultés. Je ne vais pas le faire pour plusieurs raisons. Alors l'une, c'est que je peux me défausser là-dessus sur la contribution de Patrick, la mienne aussi qui la discute dans le livre, sur Evelyne Perrin qui est ici et qui a écrit il y a presque 20 ans maintenant un livre sur les luttes de précaires et de chômeurs qui discutait précisément ce point, entre autres, d'une façon que j'avais trouvé très équilibrée et très convaincante. Donc peut-être que Evelyne pourra rebondir dessus tout à l'heure. Et puis aussi parce que ma propre contribution sur ce sujet dans le recueil, elle est de transition, de ma propre transition vers d'autres thématiques qui je pense, revisite aussi certains des autres thèmes plus généraux du livre. C'est-à-dire, le livre de Cingolani qui s'appelait Révolution précaire, dans le cadre du séminaire Étape, j'ai décidé de le commenter à la lumière de Guattari et de sa réflexion sur les 3 écologies, et j'avais appelé ça pour une écosophie du précariat. C'est-à-dire que moi, je relisais ce sujet qui a été, ce thème de, on va dire, précarité, précariat, émancipation, à la lumière de mon propre glissement vers les questions écologiques à ce moment-là, qui s'est depuis encore plus accentué, et qui s'est accentué aussi en partie parce que les réserves que Sophie a formulées, je les rejoins en partie. Je les rejoins en partie et je serai moins péremptoire sur le sujet aujourd'hui. Et en fait, surtout parce que en tant que chercheur sociologue, j'ai glissé vers d'autres thématiques. Donc
entre 2015 et maintenant, il y a eu des événements importants sur le rapport, dans tout l'espace qui réfléchit sur émancipation, pensée libertaire, écologie. Je pense à un événement comme la création de la ZAD, qui a beaucoup fait, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui a beaucoup fait réfléchir plusieurs d'entre nous. Aussi une sorte de changement de sensibilité dans la réflexion sur ce sujet, qui a été, je crois, bien marqué par le succès du livre d'Anna Tsing, l'anthropologue américaine qui a étudié les cueilleurs de champignons dans les forêts de l'Oregon. Et c'est un livre que j'avais lu en anglais parce qu'il questionnait la question du rapport à la fin du monde. C'est le champignon de la fin du monde, son titre. Et aussi, j'avais été étonné d'y trouver le mot de précarité, une 30aine de fois dans le livre. Donc c'est aussi un livre sur la précarité, mais qui la décentre d'un conflit interne à une société industrielle prospère vers celle d'une société qui est prise dans un monde matériel vivant en train de se défaire et où en même temps d'autres formes de vie foisonnent, peuvent se recréer. En suivant le courant de cet événement de la ZAD et de ce type de réflexion qui rapproche précarité et anthropocène, moi-même, j'ai été conduit à investir un autre terrain de recherche que celui du précariat culturel qui avait été le mien à l'époque où j'avais réagi sur le livre de Patrick Singolani. Et je me mets maintenant à travailler sur un autre terrain qui est celui de ce qu'on pourrait appeler le milieu effondriste. Le milieu des gens qui sont saisis par la hantise ou la panique d'un effondrement matériel des sociétés industrielles, d'un effondrement avec facteurs écologiques. Et donc, ce motif de saisissement, ce motif qui associe émotion et raison d'une façon très, très forte et très tourmentée, ce motif qui va aussi chercher des gens qui ne sont pas les clients habituels des pensées critiques, c'est-à-dire ce saisissement, il trouve son épicentre social chez les cadres sup. Il y a une contribution intéressante de Lilian Mathieu qui réfléchit à la question de la base sociale des mouvements militants dans le livre et qui rappelle que c'est souvent les classes moyennes à fort capital culturel. Là, l'effondrisme, il a plutôt son épicentre du côté des cadres supérieurs, donc de gens qu'on n'a pas l'habitude de voir proches de nos espaces de réflexion et qui peuvent être poussés par une sorte de panique cosmologique, de sentir le sol se défaire sous leurs pieds, selon les formulations intéressantes de Bruno Latour. Et il y a donc une sorte de milieu de gens qui essayent de socialiser leur inquiétude écologique et leur panique à ce sujet, et qui sont dans une indécision politique extrêmement forte entre des visées d'autonomisation. Enfin, l'idée d'autonomie est aussi très présente dans le livre, en particulier dans la contribution de Jérôme Bachet. Un peu pensée comme autosuffisance collective, et là, dans le milieu effondriste, c'est l'autonomie davantage comme autosuffisance, souvent très privée, très privative, mais aussi avec des projets plus collectifs, voire avec des ébauches de réflexion sur comment prendre en charge à plus grande échelle une catastrophe écologique en cours, destinée à s'accentuer très fortement, et qui pourrait être une occasion de réinventer les façons de vivre ensemble. Donc je vais conclure mon intervention en disant c'est un peu quelque chose comme après mon travail sur la précarité, je voudrais pointer ce terrain effondriste comme un terrain à investir, un terrain qui a sans doute besoin d'entendre beaucoup de choses de la part de gens qui viennent d'une tradition libertaire, donc Occupy catastrophisme. Voilà.
Bien. Vous pouvez passer la main. Oui, il y avait juste une petite demande éventuelle, si c'est possible pour les gens de parler un petit peu plus fort. Oui, c'est juste pour essayer de répondre. Vous avez parlé des élections, de faire un tour anarchiste dans les élections, c'est ça? 3 tours. Non, un tour anarchiste. Un tour, oui, enfin un tour un petit peu, effectivement, de manière à ce que les gens perdent leur repère. D'accord. Le problème, c'est effectivement un suivisme. Alors, on peut l'appeler un tour anarchiste. Bon, c'est un peu paradoxal parce que l'anarchie, c'est les élections. Je pense que ça fait deux. Mais ça m'amène à la question des institutions en général. Les élections, c'est une institution. L'entreprise multinationale ou pas, c'est une institution. Macron, ça vaudra être une institution, etc. Il y a un château de cartes institutionnel qui est en train de s'écrouler tout bonnement. Donc moi, la question des élections, à part les européennes, les municipales, pour moi, c'est juste pas une question. Je ne voterai plus. Par contre, je veux agir au quotidien. Au quotidien. D'accord. Donc c'est en gros ce que je voulais dire. Il faut surtout pas s'illusionner, s'inquiéter, se culpabiliser sur je vais voter, je veux pas voter. Il faut arrêter de culpabiliser. Tout ce qu'on a reçu de mauvais du judéo-chrétien, il faut l'oublier. D'accord. Il faut agir à notre petite échelle. N'importe quoi. Il y a des gens qui ont le temps de rien faire, il y a des gens qui ont les moyens de rien faire, des gens qui sont désespérés. Le petit truc qu'ils font, voilà, c'est une chose. D'accord. Arrêtons de culpabiliser, agissons. Les institutions, c'est des faux problèmes. On arrête de discuter de ça. C'est même plus la peine. Enfin, c'est tellement galvaudé, c'est tellement dévalorisé, c'est tellement... On peut aller jusqu'à... On parle de révolution. La révolution a inventé des valeurs. Liberté, égalité. La troisième. Choucroute. Voilà, choucroute. Il y a un moment donné, en 1789, on mettait en avant ces valeurs. Aujourd'hui, la valeur d'essence n'est même plus respectée avec un gars comme Macron au pouvoir. Commençons par restaurer la valeur d'essence et on partira sur un bon pied. Voilà. Alors, je voudrais quand même répondre sur ces questions-là. Depuis le livre en particulier dans l'article de Christian Laval, pour le coup, où il affirme, en revisitant Proudhon, que le droit est une chose capitale de la société et la base de toute refondation sociale. Et, dit-il, il s'agit de construire, depuis une relecture de Proudhon, un ordre juridique de la vie en commun. Et de ce point de vue-là, eh bien, cet ordre juridique de la vie en commun, c'est bien une institution. Et du coup, il y a quelque chose qui mérite au contraire d'être remis sur la table, qui est de re-questionner l'humeur anti-institutionnelle et de se demander si effectivement ces petits gestes ne sont pas la fabrique en fait d'institutions civiles d'un autre format, mais qui sont à la merci justement d'institutions qui sont plus puissantes, et que ça pose la question de la puissance d'agir de nos propres institutions et de notre capacité à faire barrage ou non au pouvoir destructeur de ceux qui détiennent aujourd'hui le pouvoir, au sens fort du terme. Et du coup, la question des élections, c'est quand même une question qui est un peu, pour moi, de l'ordre des questions de Rosa Luxembourg. Il ne s'agit pas de fétichiser les élections ni de se culpabiliser, mais de se rendre compte que de les déserter dans un contexte comme le nôtre, eh bien, c'est effectivement laisser tout le pouvoir à ceux qu'on déteste. Voilà. Et peu importe notre détestation, à ceux qu'on considère comme mortifères, comme dangereux. Et donc, la question se pose aujourd'hui, je pense, dans tous les courants politiques un peu conséquents
j'ose plus employer le mot gauche, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut employer, mais en tout cas critique, de savoir comment on fabrique une puissance pour faire face à ce rouleau compresseur. Et de ce point de vue-là, il me semble qu'il y a des réponses intéressantes possibles depuis la pensée anarchique, du côté de la puissance coopérative et de la société comme puissance coopérative. Et qu'aujourd'hui, cette puissance coopérative, elle est très peu utilisée en politique. On n'a pas de coopérative politique. On a des tas de petites coopératives locales ou de petits communs locaux, mais on n'a pas de capacité à relier ce que j'appelle moi une flottille, pour essayer d'avoir un peu un bateau amiral face à Macron. Et donc, bien sûr, un troisième tour, mais un troisième tour en ayant notre bateau amiral. Et donc, il faut le fabriquer quand même. Et que, du coup, il faut essayer de penser qu'est-ce que ce serait une institution politique novatrice, créatrice, inventive, c'était le dernier point sur lequel je voulais insister, qui serait capable de relier tous ces gestes dont vous parlez, et qui sont effectivement les gestes importants, mais qui, s'ils restent trop individués ou trop, archipel, ne font quand même pas puissance. Et donc moi, la question que je me pose en ce moment, c'est quand est-ce qu'on va se décider à pas considérer qu'on a perdu d'avance et de pas laisser toute la place à ceux qui ne nous représentent pas, non pas parce qu'ils seraient des mauvaises personnes comme Robespierre ou je sais pas trop qui, mais parce que simplement leur logique n'est pas la nôtre. La logique n'est pas une logique sociale, que ce soit pour Place Publique, pour le PS, pour tous ceux qui se sont présentés là. Donc il y a quelque chose où il faut revisiter le droit social de Gurvitch, revisiter Proudhon d'une certaine manière, lire peut-être l'article de Christian Laval, lire d'autres articles dans cette affaire, pour pouvoir inventer nos coopératives politiques. Et je pense qu'aujourd'hui, on est à un moment où si on ne fait pas coopération dans la société, alors on fabrique pas une société, on fabrique juste nos positions intempestives. J'ai déjà dit que j'étais pas contre les positions intempestives, au contraire. Mais je pense que ce n'est pas suffisant face à ce qu'on a en face de nous. Voilà.